Tout à fait. Et alors, il ne s'agit pas du tout de dire que la Chine fait les choses vraiment hyper bien et que nous, en Europe, on est nuls. C'est juste de relativiser en se disant que si jamais la Chine n'avait pas investi massivement dans ses capacités, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Le solaire en France ne serait pas du tout compétitif. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est grâce à ses capacités de production qui viennent de Chine. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Xavier Perminja, directeur d'activité photovoltaïque chez UNIT, qui est déjà venu plusieurs fois sur le podcast pour nous parler de l'actualité brûlante du secteur. Bonjour Xavier. Bonjour Marianne, très heureux d'être là. Xavier, tu es donc directeur d'activité photovoltaïque chez UNIT, comme je viens de le dire. Tu suis de près l'actualité du solaire en France et dans le monde. Et je suis très heureuse de t'avoir parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est à la fois historique, entre guillemets, et puis également d'actualité, puisqu'on va parler du monopole de la Chine sur la production de panneaux solaires, mais aussi l'énergie solaire de façon générale. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des panneaux solaires qui sont installés dans le monde qui sont chinois. Ce chiffre, il monte à 90% si on regarde uniquement les chiffres sur le marché européen. On sait qu'il y a des tentatives en ce moment pour développer des filières industrielles en Europe ou dans d'autres pays, mais ces tentatives se heurtent à des obstacles assez considérables. Alors, on va voir ensemble comment la Chine est-elle devenue leader dans ce domaine, quelles sont les conséquences aujourd'hui de ce monopole, est-ce que c'est un problème, et comment ça se passe quand on est face à un rouleau compresseur made in China. On va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment la Chine en fait, est devenue en quelques années le premier producteur de panneaux solaires au monde ? Avant ça, je pense que c'est important de redire que ça n'a pas toujours été le cas. L'Europe a été un temps leader sur ce secteur. L'effet photovoltaïque a été découvert en France par Becquerel. Il y a eu beaucoup de R&D et d'applications initialement dans le spatial jusque dans les années 2000. Et puis, dans les années 2000 à 2010, il y a eu un vrai essor de l'industrie européenne, alors surtout en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais qui s'est arrêté net en 2011. Mais il faut avoir en tête qu'en 2011, justement, il y avait 24 gigawatts de panneaux solaires installés, c'est-à-dire la capacité qui est aujourd'hui, en 2025, installée en France. Et à l'époque, donc vers 2010, au moment où il y a eu un moratoire en France, on était à 1,5 gigawatts de capacité installée pour la France. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu un temps une industrie, il y a eu des producteurs de panneaux solaires en France et en Europe qui, à l'époque, étaient leaders. Et tout a changé du coup en 2011. Alors, jusqu'en 2011, donc, il y a eu une industrie qui était assez florissante. Et puis là, il faut avoir en tête que les coûts des panneaux solaires, ils ont été divisés par presque 3 entre 2008 et 2011. Il y a vraiment eu toute une période avec un fort investissement dans les capacités de production, mais qui s'est arrêté assez brutalement. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Il y a eu la crise de 2008, qui est peut-être un des facteurs principaux. Et puis, si on regarde de plus près la France, il y a eu un moratoire en 2010, puisque le gouvernement a décidé d'arrêter de soutenir cette filière, considérant qu'elle coûtait trop cher aux contribuables. Ce qui était le cas à l'époque, ça coûtait extrêmement cher. Mais c'est un moratoire qui a vraiment tué la filière, même s'il a duré que quelques mois. C'est-à-dire que pendant quelques mois, on a dit on arrête tout, on repense nos politiques de soutien, etc. Ça a eu des effets hyper délétères sur un très long terme, puisque ça a sapé la confiance des investisseurs. Et c'est des projets, on en a déjà parlé dans pas mal d'épisodes, qui sont longs à mettre en place. C'est des projets d'installation de panneaux solaires et donc de production en amont de cette installation, qui demandent pas mal de temps. Donc si du jour au lendemain, l'État est capable de faire un moratoire, s'il l'a fait une fois, qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas le faire une deuxième fois ? Donc ça a mis beaucoup de temps à redémarrer l'industrie européenne. Donc je pense qu'il y a vraiment eu ce moment-là où tout aurait pu être différent, et finalement c'est une des explications qui fait que la Chine a pris le relais, puisque en parallèle, et pour revenir à ta question, la Chine a énormément investi, notamment à partir de 2011. Les industriels ont été soutenus par l'État. À l'époque, on parle de plus de 50 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on a pu investir en Europe. Et aujourd'hui, du coup, la Chine, c'est 230 gigas de panneaux de capacité de production en 2022 et une prévision de 300 gigas en 2025. À comparer avec l'Europe, où on est autour de 20 gigas de prévision pour cette année. Ouais, ils ont des capacités de production aujourd'hui qui sont prodigieuses et ils ont aussi énormément installé de centrales chez eux. Oui, c'est 2/3 de ce qui a été installé en 2024, c'est en Chine. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Alors, il y a eu aussi une autre conséquence à ça, je crois, c'est la chute des prix, non ? La chute des prix, elle a été colossale. J'ai parlé tout à l'heure de prix de panneaux qui sont passés de 3,50 € du watt en 2008 à 1,20 € en 2011, donc une division par près de 3. C'était déjà assez impressionnant.
Aujourd'hui, un panneau solaire, ça coûte 10 centimes du watt. Donc, je répète, 3,50 € en 2008, 10 centimes en 2025. Alors, les prix sont un petit peu en train de remonter en ce moment, mais c'est vraiment... Enfin, la chute est vraiment vertigineuse. Et je crois qu'en tout, ça a été divisé par plus de 15 en une décennie, le prix des panneaux solaires. Ouais, donc c'est vraiment en fait grâce à ça finalement. Je crois qu'il y avait des mesures anti-dumping au départ, mais qui ont été levées. Et donc les panneaux solaires chinois ont inondé le marché en Europe, aux États-Unis, etc. Et c'est ça qui a entraîné cette chute vertigineuse des prix. Tout à fait. Les mesures de protection ont été levées en 2018, donc ça a causé énormément de tort aux producteurs européens qui n'arrivent pas du tout à produire au même tarif que ce à quoi peuvent produire les Chinois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on fait un petit état des lieux, il reste plus grand monde en Europe en tant que producteur de panneaux. Le dernier producteur historique français, Photowatt, là, vient d'annoncer qu'il mettait la clé sous la porte. Donc voilà, le constat, il est quand même sévère, hein. Il n'y a plus de producteurs de panneaux solaires en France. Et les quelques industriels qui restent, en fait, achètent l'essentiel des composants des panneaux et au mieux les assemblent en France, voire ne mettent qu'une étiquette finalement en France pour se qualifier de Made in France, mais c'est un petit peu factice. Du coup, oui, c'est à la fois déplorable pour les industries qui étaient en Europe ou en tout cas ailleurs qu'en Chine, mais on peut aussi finalement remercier la Chine, dire merci la Chine pour avoir fait en sorte que l'énergie solaire est devenue aussi compétitive et qui fait qu'aujourd'hui, elle est l'énergie la plus compétitive au monde. Là, c'est très net. Ouais, aujourd'hui, le solaire, même en France, alors que les coûts d'installation sont assez élevés, tout ce qui est lié à la main-d'œuvre, au réglementaire, aux taxes, voilà, on n'est pas hyper bien lotis du côté industriel en France. Mais malgré ça, en France, aujourd'hui, ça coûte minimum 20% moins cher de produire de l'électricité issue du photovoltaïque par rapport à l'électricité, par exemple, issue du nucléaire qu'on installerait aujourd'hui. On parle aujourd'hui de 100 € du mégawattheure comme étant le tarif nécessaire aux futurs EPR qui seront mis en service Ouais. en 2035. Même 2038, je crois maintenant. Oui, voilà. Alors, ça a pris 3 ans de retard en 2 semaines, là. Quand on part dans le nucléaire, c'est tout de suite un peu touchy, hein. Non, mais en tout cas, sans taper sur le nucléaire, hein, je pense que je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas du tout anti-nucléaire. C'est simplement qu'il faut relativiser en se disant, on parle de chiffres aujourd'hui qui viennent d'EDF qui permettraient d'avoir un nucléaire rentable pour EDF, ce serait 100 € du mégawattheure, alors qu'on installe aujourd'hui des centrales en France photovoltaïques autour de 80 €, voire moins, ce qui laisse songeur. D'accord. Alors, il y a quelque chose que je trouve assez paradoxal parce que quand on pense au solaire, quand on pense au photovoltaïque, enfin, on pense énergie verte, c'est le titre d'ailleurs du podcast. La Chine, on vient de le dire, est un leader de cette énergie, leader d'ailleurs des énergies renouvelables en général, hein, parce qu'ils sont aussi extrêmement investis dans tout ce qui est éolien, par exemple. Mais elle reste extrêmement dépendante du charbon, qui représente, je crois, encore aujourd'hui 60% de son mix énergétique, et à elle seule, elle est responsable de plus de la moitié de la demande mondiale de charbon. Tout à fait. Et alors, il ne s'agit pas du tout de dire que la Chine fait les choses vraiment hyper bien et que nous, en Europe, on est nuls. C'est juste de relativiser en se disant que si jamais la Chine n'avait pas investi massivement dans ses capacités, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Le solaire en France ne serait pas du tout compétitif. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est grâce à ses capacités de production qui viennent de Chine. Néanmoins, les panneaux produits en Chine sont produits avec un mix énergétique local qui est loin d'être décarboné, hein. La Chine est un très, très gros émetteur, le plus gros émetteur mondial de CO2. Et donc, les panneaux qui sont produits en Chine ont un bilan carbone qui n'est pas forcément optimal. C'est quand même important de souligner que selon les régions de Chine où sont produits ces panneaux solaires, le bilan carbone peut être tout à fait comparable à celui qu'on a en France, puisque la Chine, certes, est un très gros émetteur de CO2, a énormément de centrales à charbon, mais a aussi énormément d'hydroélectricité, et puis surtout des capacités aujourd'hui de production renouvelable très élevées, puisqu'on a donné quelques chiffres tout à l'heure, enfin je ne sais pas si on les a donnés, donc je les redonne, mais en 2024, la Chine a ajouté 277 gigawatts de capacité solaire. 80 gigawatts d'éolien. Et voilà, c'est plus des 2 tiers ce qui a été installé dans le monde sur l'année. Donc c'est un pays qui est plein de paradoxes, avec effectivement le sujet du bilan carbone, avec le sujet aussi ce dont on nous parle souvent, et c'est un vrai gros sujet, c'est le travail forcé, potentiel, dans certaines régions de Chine, notamment au Xinjiang. Et aujourd'hui, c'est compliqué de tracer la provenance exacte des panneaux solaires, et donc d'être certain qu'il n'y ait pas de travail forcé sur la chaîne de production. Loin de moi l'idée de dire que la Chine est un pays parfait et que tout roule. Il y a vraiment des gros sujets, il y a des préoccupations environnementales qui ne sont pas non plus les mêmes dans ce pays que ce qu'on peut avoir en France. Donc on se plaint souvent de la réglementation environnementale en France, mais elle est quand même là avec un certain intérêt et qui nous permet d'avoir des projets qui sont quand même vertueux. Donc voilà. D'accord.
Alors, le composant principal des cellules photovoltaïques, c'est le silicium. Je crois que la Chine également, sur ce domaine-là, est numéro un et contrôle en fait la chaîne d'approvisionnement, non? Alors la Chine est numéro un partout en ce qui concerne le solaire. Effectivement, aujourd'hui, la Chine elle produit plus de 80% du polysilicium, qui est le matériau essentiel pour la production de panneaux solaires. Mais plus loin, dans toute la chaîne de valeur, la Chine est également très présente pour ce qui est des lingots, des wafers, c'est les feuilles de silicium qui servent à construire les cellules et des cellules elles-mêmes, puis de la mise en place des modules et ensuite de leur commercialisation. La Chine est vraiment ultra leader. Et pour ce qui est aussi des onduleurs et des transformateurs, je crois que la Chine est également numéro un, non? Effectivement, ça c'est plus récent. La Chine a pris des grosses parts de marché sur la production des onduleurs, alors que historiquement en Europe on était aussi assez performant. Pour ce qui est des transformateurs, on a encore une capacité de production, notamment pour les gros transfos en Europe, mais la Chine est aussi en train de fortement se développer sur ce créneau. D'accord. Alors, Xavier, dans le langage courant, on dit souvent quand on entend le mot «made in China», souvent on l'associe à des produits de mauvaise qualité ou en tout cas avec des prix qui sont extrêmement bas et donc de mauvaise qualité. J'imagine que c'est pas le cas des panneaux solaires, non? Je confirme. Aujourd'hui, on a des garanties de 20 à 30 ans sur nos panneaux. Et on observe d'ailleurs sur les panneaux qui sont installés depuis une dizaine d'années, on en a chez Unit, hein, qui a une très bonne qualité, tout simplement. Les Chinois savent faire des panneaux peu chers, très performants. D'accord. Maintenant, si tu veux bien, est-ce qu'on peut se concentrer peut-être sur l'Europe? Quand il y a eu la crise du Covid, ça a révélé la très forte dépendance qu'on avait vis-à-vis de la Chine dans de très nombreux domaines. Et cette prise de conscience, elle s'est étendue depuis d'ailleurs au secteur de l'énergie. On parle désormais de relocaliser la production de panneaux solaires en Europe. Il y a eu notamment beaucoup de projets de gigafactory qui ont été envisagés. Est-ce que, selon toi, on n'est pas en train un peu de se réveiller un peu tard? Si, très clairement. On en parle beaucoup et on n'en voit pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a des projets, les deux projets principaux de Gigafactory en Europe, ils sont en France. C'est Holosolis et Carbone, qui sont des projets qui ont quand même de la peine à émerger, hein. Ça fait maintenant, je pense, plus de 2 ans qu'on en parle. Et on se rend compte que finalement, on est encore très loin du compte, surtout quand on voit justement les prix de vente prévisionnels de ces panneaux. Donc là aussi, nous, on serait ravis d'acheter en Europe parce que ça aussi, c'est un intérêt aussi important pour nous qui est d'avoir une production au plus près de nos installations avec des délais d'approvisionnement qui sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il y a cet intérêt-là quand même à souligner. On attend de voir déjà si ces projets vont émerger. Nous, on les soutient, on a signé des lettres d'intention si jamais ils devaient, enfin en tout cas quand je dis nous, c'est Unit, hein, s'il devait voir le jour. Le sujet du mix carbone en France, moi pour le coup, là, il y a aucun débat sur le fait que c'est un des plus propres au monde. Mais malheureusement, ces panneaux-là, on nous dit que déjà, ils seront très chers. Donc, encore une fois, on est prêt à payer un surcoût parce qu'on pense qu'il le vaut, mais il faut voir de combien. La faillite de Photowatt dont tu parlais tout à l'heure, c'est un présage pas très positif, quoi. Tout à fait. Photowatt devait être repris par Carbone, il fut un temps. Il y a eu en tout cas ce projet qui a été abandonné. Et puis dans la foulée, on a appris cette D'accord. faillite. C'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, quand on envisage de se positionner par rapport à la Chine sur le photovoltaïque, on parle souvent de David contre Goliath pour faire une petite. Oui, mais en fait, là-dessus, tu vois, je vois pas trop finalement pourquoi il faudrait nous opposer. Enfin, c'est un peu tout le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on n'est pas en guerre contre la Chine sur le sujet du photovoltaïque. On l'a perdu de toute façon, cette guerre. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix que de s'approvisionner en Chine, ou alors on a un choix très restreint. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? On se rend compte que les Chinois, ils sont aussi pas ennemis de leurs intérêts, donc ils ont besoin de nous pour écouler leur stock. Et ça marche très bien. Pour acheter régulièrement des panneaux aujourd'hui, on se rend compte que c'est des interlocuteurs qui sont fiables, avec des garanties qui sont performantes et des panneaux qui arrivent dans les temps. Est-ce qu'il faut vraiment se dire qu'il faut partir en guerre contre le Goliath chinois? J'en suis pas certain. Alors, il y en a qui peut-être justement prêcheraient à l'autre paroisse, c'est-à-dire qui diraient qu'avec un partenaire commercial comme la Chine qui est assez imprévisible, et puis surtout dans le contexte aujourd'hui où on a des tensions géopolitiques de plus en plus exacerbées, ça peut justement être important de se détacher de ce monopole-là. Alors, en Europe, les choses ont bougé. On a adopté fin 2023 quelque chose qui s'appelle le Net Zero Industry Act, NZIA. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est une mesure qui initialement était pensée comme une réponse à l'IRA, qui lui était pour soutenir la production d'énergie propre aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, je crois, hein. Exactement. C'est ça.
Ouais. D'ailleurs, ça me permet quand même de souligner quand tu parles de fiabilité des partenaires commerciaux vis-à-vis de la Chine. Enfin, on voit aujourd'hui ce que ça vaut notre partenariat avec les États-Unis. Donc, ces mesures ont été pensées pour soutenir et promouvoir le Made in Europe. L'idée étant d'avoir 40% de technologie verte produite dans l'UE à horizon 2030. Le plan, c'est de s'aligner sur le Green Deal, le fameux pacte vert qui avait pour vocation de promouvoir l'industrie européenne et de renforcer la résilience de l'industrie locale. Pour en fait attirer les investissements, je crois qu'il y a une histoire aussi de simplifier les procédures pour permettre d'aller aussi plus vite sur ces projets et sur le développement d'industries. Et ça concerne les technologies dites zéro net, c'est-à-dire à la fois le photovoltaïque, mais aussi les batteries, tout ce qui va être captage, stockage de carbone, pompe à chaleur, Biogaz, etc. géothermie, Ouais. enfin toutes ces choses-là en fait. Alors tu as parlé des projets de Gigafactory tout à l'heure, donc tu as mentionné leur nom. Donc Holosolis, qui est, je crois, en Moselle, et Carbone, qui est installé dans les Bouches-du-Rhône à Fos-sur-Mer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leurs objectifs de production et les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Alors les deux annoncent une production, alors c'était plutôt 2025, on entend plutôt maintenant 2026. En tout cas, ils ont aujourd'hui du mal à sécuriser le financement nécessaire, le financement qui est colossal, nécessaire à la construction de leurs installations. Pourquoi? Parce que, alors certes, il y aura des gros mécanismes de soutien européens et français pour lancer la construction des usines, mais il y a quand même besoin de financement privé. Et aujourd'hui, les investisseurs privés, ils n'ont pas de visibilité sur un potentiel retour sur investissement sur ces projets-là, notamment parce que, comme je le disais tout à l'heure, le prix de vente qui est visé pour ces panneaux, malgré tout, reste très élevé. Alors, on parle évidemment d'usines aujourd'hui. Alors, il y aura pas mal de salariés. Je crois que c'est 1800 qui sont prévus pour le projet Holosolis. Et j'imagine que ça va être à peu près autant pour Carbone. En tout cas, voilà, c'est même malgré ça des usines qui vont être très automatisées, donc qui vont avoir moins besoin de main-d'œuvre par mégawatt produit qu'il fut un temps. Néanmoins, voilà, les coûts de production, le coût de l'électricité, le coût du foncier, les taxes et autres font que pour être rentable, ils vont devoir sortir un panneau qui sera à peu près 2 fois plus cher que ce qu'on voit aujourd'hui en Chine. Il y aura aussi des mécanismes de soutien pour les producteurs d'électricité que nous sommes, où on entend dire que voilà, si dans les appels d'offres, notamment de l'État, les appels d'offres de la Creux, dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, donc je ne vais peut-être pas en reparler maintenant, mais on pourrait avoir des bonus si jamais on s'engage à installer des panneaux produits en Europe. Alors, ce ne sera pas directement lié à Enfin, ce ne sera pas écrit comme ça, parce qu'on ne peut pas vraiment le dire aujourd'hui qu'on favorise aussi explicitement l'industrie européenne, mais ce sera fait de telle sorte à ce qu'on puisse que ça favorise fortement les panneaux produits en Europe. Ces bonus-là nous permettront d'absorber une partie du surcoût, mais la question, c'est de savoir si ça permettra d'être compétitif malgré tout avec des panneaux produits ailleurs. Alors, je crois qu'il est aussi important d'investir dans on pourrait dire les panneaux de demain. Je crois qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'investissements qui sont faits sur l'efficacité des panneaux, augmenter cette efficacité. Tout à fait. Mais alors, déjà, je vais dire aussi en Chine. Il n'y a pas qu'en Europe qu'on fait de la R&D. Même si, avec l'INES, avec l'Institut Fraunhofer en Allemagne, etc., historiquement, on est très performant en Europe, en France. Mais c'est souvent des technologies qui ensuite sont produites en masse ailleurs, malheureusement, même si elles sont découvertes par chez nous. Et puis, j'insiste, aujourd'hui, la Chine et plein d'autres pays sont très performants en R&D et on est loin d'être les seuls. Alors, on parle des panneaux solaires depuis tout à l'heure et du photovoltaïque en général, mais est-ce qu'on n'a pas les mêmes problématiques finalement dans le domaine des batteries? Est-ce que c'est pas un peu le même combat? En tout cas, on commence à l'avoir et on peut vraiment comparer panneaux solaires et batteries. On a largement entamé cette courbe de la chute des prix des batteries qui peut se comparer à ce qu'on a vu dans les années 2010-2015 avec des prix qui sont divisés régulièrement par deux, là, quasiment tous les ans, dans la production de batteries. Ce qui, là aussi, pour moi, aura un effet ultra bénéfique qui est que ça va permettre encore une fois, diminuer le prix de l'électricité finalement payé par le consommateur. Donc là aussi, l'Europe, on est clairement à la bourre, puisqu'en 2023, on produit 7% des batteries mondiales. La Chine, c'est 83%. Les gros producteurs sont chinois. L'investissement dans la capacité de production, il est essentiellement en Chine. Alors, il y a d'ailleurs plein de projets en Europe. Pour le coup, on n'a pas encore perdu la guerre, mais on est pas non plus très bien engagé là-dedans. La faillite de Northvolt récemment, là, elle illustre bien nos difficultés. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu exactement ce qui s'est passé? C'était je crois, une compagnie suédoise, c'est ça, qui voulait s'engager sur le marché des batteries?
Ouais, tout à fait, avec des actionnaires prestigieux, hein, des Volkswagen, BMW par exemple, et qui avaient levé énormément d'argent, hein, pas loin de 15 milliards d'euros. Mais ils auraient fait de mauvais choix stratégiques. Alors, je ne sais pas exactement, et personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont eu des problèmes de production et des problèmes de qualité, notamment apparemment liés au fait qu'ils n'auraient pas vraiment réussi à faire bien fonctionner les machines qu'ils ont achetées en Chine pour produire leurs batteries. Et voilà, et qui se seraient peut-être un petit peu dispersés avec des projets d'expansion très ambitieux. Alors, en tout cas, ils ont clairement dilapidé le capital qu'ils avaient levé. Et donc voilà, c'est un gros échec. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de projets. Il y a plus d'une 50aine de projets de batteries aujourd'hui en Europe. Et il y en a un qui est assez emblématique, c'est celui de Verkor, start-up grenobloise, là, qui est en train de construire une gigafactory à Dunkerque. Et a priori, c'est un projet qui, de ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, est sur de bons rails. Bon, je pense qu'on a déjà un petit peu abordé pas mal de choses. On va conclure la discussion en revenant à la Chine, qui était donc notre sujet de base. Je voulais juste simplement accentuer un chiffre qui m'a marqué. C'est qu'en 2023, les capacités de production chinoises avaient atteint le double de la demande mondiale. Les panneaux solaires chinois aujourd'hui il y en a tellement, la Chine a tellement produit qu'on a des stocks immenses de panneaux solaires qu'il faut écouler. Et je crois que ça pose des problèmes même en Chine, enfin pour les producteurs chinois eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? On voit que les petits producteurs, alors je mets des guillemets à petits évidemment parce que tout est plus grand en Chine, chinois ont du mal en ce moment. Il y en a qui ferment. Il y a des producteurs qui sont rachetés, etc. Donc oui, il y a des gros stocks de panneaux. Parce que les marges s'effondrent en fait, si je comprends bien, vu que les prix sont très bas. Oui, c'est ça, c'est assez logique. Et d'ailleurs, les prix commencent à remonter, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que il y a trop de capacité de production aujourd'hui, donc des usines qui ferment et in fine une courbe qui repart à la hausse. Néanmoins, toutes les projections montrent que les prix vont pas non plus beaucoup remonter, hein, et qu'ils vont plafonner autour de 12-13 centimes du watt. Donc c'est pas, en tout cas par rapport à nos prix d'achat de panneaux solaires, c'est pas catastrophique. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, oui, les capacités de production sont énormes aujourd'hui, mais le chiffre d'installation annuelle de panneaux solaires ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc il y a une vraie demande, il y a énormément de projets en cours de développement qui vont avoir de gros besoins. On parle de dizaines de gigawatts de panneaux à acheter. Je ne sais pas si c'est un problème. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le prix de l'électricité issu de ces panneaux solaires. Est-ce que tu souhaitais éventuellement ajouter quelque chose à ce sujet ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui te semble important ? Oui, pour moi, il y a un point qui est assez important et qu'on nous reproche souvent, notamment quand on nous dit vous remplacez une dépendance au pétrole par une autre dépendance aux panneaux chinois. Mais pour moi, c'est vraiment pas du tout comparable. Et il faut vraiment avoir en tête que lorsqu'on installe des panneaux en France, même s'ils sont achetés en Chine, une fois qu'ils sont installés en France, ils sont là pour 40 ans, quoi. Donc c'est quand même pour moi une vraie source d'indépendance et c'est vraiment très loin d'être comparable avec de l'extraction de pétrole qui, une fois qu'il a fait bouger un véhicule, il faut en racheter. Et donc c'est pas du tout la même dépendance. Je parle pas de l'uranium non plus, qui est aujourd'hui pas non plus produit en France. Mais voilà, il faut vraiment relativiser et pas forcément, enfin c'était un peu l'objet de cet épisode, mais rentrer dans une opposition un peu stérile entre la France, la Chine, on a perdu la guerre, c'est la catastrophe. Oui, on aurait tous préféré avoir de l'industrie produite en France, avec des emplois en France et un contrôle plus strict sur la façon dont sont produits les panneaux solaires. Il n'y a pas de débat là-dessus. Néanmoins, c'est vraiment grâce aujourd'hui aux capacités de production en Chine que le solaire existe. Et pour moi, c'est la solution la plus performante pour décarboner rapidement le mix énergétique mondial, pour essayer d'atteindre les objectifs de diminution de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Xavier. Alors, on va conclure, je crois, sur ces paroles-là. Je rappelle que tu es directeur d'activité photovoltaïque du groupe UNIT. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir mis au clair un petit peu tout ce sujet assez complexe. Alors, je profite également de cette conclusion pour faire passer un message. Le groupe UNIT recherche assidûment de nouveaux collaborateurs sur des projets photovoltaïques, éoliens ou hydroélectriques en France. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information. Et puis également, si vous êtes propriétaire d'un terrain, d'un parking, d'une terre agricole, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions et développer ensemble de nouveaux projets. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et puis à une prochaine fois. Merci Xavier. À bientôt.